C'est un écrivain, un poète, je l'ai presque ajouté aussi un journaliste qu'on a tellement aimé, qu'on aime encore, Claude Sérillon. Bienvenue Claude. Bienvenue, Merci beaucoup Patrick de me recevoir. L'Extravagance, c'est le titre de ce recueil de nouvelles. Voilà, c'est publié chez 100 000 milliards. C'est le prix d'ailleurs que vous allez toucher pour le bouquin. Non, mais vous savez que c'est un très beau poème de Raymond Queneau, 100 000 milliards. Que j'encourage forcément les gens à lire. C'est un très joli poème. Ouais, et là, on va parler de ça. Mais quand même un mot de cette carrière incroyable. Comment on passe de l'observateur que vous avez été si longtemps pour les téléspectateurs, présentateur du journal de 20h, etc., l'observateur de la réalité, à quelqu'un qui a envie de jouer avec les mots comme ça, avec la littérature? Parce que je crois que c'est une nécessité d'avoir cette espèce d'équilibre. Moi, je reste journaliste, l'actualité m'intéresse, me passionne, quelquefois m'effraie, voilà, mais donc je suis ça avec toujours d'intérêt. Mais j'ai besoin de cet autre espace dans lequel je suis peut-être un peu plus moi-même, c'est plus intime, où je raconte des histoires, où j'écris des poèmes. Là, ce sont des nouvelles qui sont un peu fantastiques, un peu bizarres. Et ça, c'est une manière pour moi de m'évader de l'actualité, justement. Oui, tiens, la régie vient de mettre une photo. On voyait Claude, on peut la remettre. Vous voyez, Claude, voilà, présentateur, comme ça, avec sa belle cravate colorée. Oui, là je suis désolé, j'ai pas mis de cravate. Ah, elle était pas... Oh là 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 là, ça c'est très très ancien, ça. C'est des bons souvenirs quand même, tout ça. C'est des très bons souvenirs. Franchement, ma génération, on a eu beaucoup de chance. On a démarré Antenne 2, on a eu beaucoup de liberté, beaucoup de capacité à faire des grands reportages, à emmener le journal de 20h partout dans le monde. Et je crois qu'on était très libre, très indépendant, que la 2 avait une réputation de crédibilité très forte. Oui. Donc je m'estime très privilégié d'avoir vécu tous ces moments-là. Quand vous dites vous ne parlez pas du présent? Parce qu'aujourd'hui, vous la regardez comment, cette télé, Claude? Je la regarde peu, je m'informe peu par... je le dis très sincèrement, je m'informe peu par les journaux télévisés. C'est pas là où je trouve de l'information, donc je cherche. Il n'y a plus d'infos dans les JT? Je considère qu'un journal télévisé devrait être un lieu où on se dit tous les jours quelle est l'information la plus importante dans le monde. Et puis ensuite, il y a une hiérarchisation parce que tout ne se vaut pas. Et là, j'ai plutôt le sentiment que l'on cherche avant tout à faire des journaux qui correspondent soi-disant aux études marketing et aux attentes des gens. Et je crois que c'est l'inverse de ce métier. Notre métier de journaliste, c'est de susciter la curiosité. C'est de susciter l'intérêt, c'est d'engager des émotions, de faire réfléchir les gens. Donc moi, je pense que j'ai eu la liberté de le faire, que nous l'avons fait relativement correctement. Oui. Et donc ça, c'est un très bon souvenir. Donc maintenant, voilà, je bascule de temps en temps dans le récit et dans l'invention. Mais l'évasion, parce que c'est aussi ça, le bouquin, on va en parler, mais finalement de se dire aussi, quand on voit le monde, la crise de la démocratie, la difficulté, peut-être aussi d'ailleurs pour les journalistes aujourd'hui de faire leur travail, tout ça est devenu très très compliqué, le monde va mal. Oui, mais je pense qu'à chaque décennie, on dira ça. Mais là, je pense que l'explosion du numérique, l'intelligence artificielle, le changement profond de cette société numérique induit sans doute un comportement qui devrait se modifier dans le journalisme. Le journaliste doit être encore plus rigoureux, encore plus attentif à dire quels sont les événements importants dans le monde. Il est invraisemblable qu'en France, on ait aussi peu de reportages sur ce qui se passe à Gaza, sur ce qui se passe en Ukraine. Il y en a de temps en temps, le grand mérite des reporters qui vont sur place. Mais pour le reste, très franchement, on est replié sur nous-mêmes. On parle que de nous. On parle de notre égocentrisme. Regardez, il y a un débat sur l'Europe. On devrait avoir des grands débats sur tout ce qui se passe dans le reste de l'Europe, comment pensent les gens, d'y aller, d'aller sur place, de déplacer les journaux, d'avoir une volonté active de montrer ce qui se passe dans la réalité. Je pense qu'il y a là une sorte de repli, sans doute dû à des considérations économiques, peut-être parce qu'on veut faire plaisir aux gens, et puisqu'on préfère plutôt polémiquer et dire n'importe quoi à longueur de journée, plutôt que d'essayer de susciter l'intérêt, de susciter l'intelligence. Quand on parie sur l'intelligence des gens, ça marche. Et vous voyez, moi, à travers les livres, là, celui-là, c'est mon 25e livre. Clair, quand on va dans les salons du livre, qu'on aille dans les petites villes, ou comme ça et tout, moi, je rencontre toujours des gens formidables, qui lisent, qui se renseignent, qui réfléchissent, qui ont des doutes, qui essaient de penser par eux-mêmes. C'est tellement agréable. C'est pour ça que je pense que la vision, peut-être un peu centro-parisienne d'ailleurs là-dessus, on doit s'en écarter et regarder un peu comment l'ensemble de ce pays vit, comment on est dans l'envie de faire du collectif, de discuter, de partager nos
nos amours et nos passions. Ouais, tiens, je cite un mot parmi les nouvelles. L'illusion n'est pas un tour de passe-passe, c'est une tournure d'esprit salutaire. C'est qu'au fond, l'illusion, c'est le contraire du journalisme. C'est-à-dire qu'il faut Ouais. avoir une lucidité, mais qu'au fond, l'écrivain peut s'offrir le plaisir de l'illusion. Bah, c'est formidable, c'est encore une fois un espace de liberté. Vous êtes là, vous commencez à créer des personnages, vous créez une intrigue et vous êtes totalement libre d'en faire ce que vous voulez. Donc on a l'impression de rentrer dans un monde de rêve, dans un monde d'illusion, effectivement. Alors oui, c'est l'envers de ce métier. Mais on marche sur deux pieds. Hein. On a besoin d'avoir ces deux choses-là. Et l'extravagant, qui est le titre du livre, c'est aussi un peu ça. C'est un personnage extravagant et qui va déranger un peu les gens. Et comment nous, on se comporte. Mais c'est aussi un peu des fables, hein, c'est comment on se comporte à l'égard de l'étranger, de celui qui ne vit pas comme nous. Oui. D'ailleurs, dans cette nouvelle, il se dit que peut-être on pourrait décider qu'un jour serait excentrique et que la loi, d'ailleurs, le définirait et qu'on on aurait une journée comme ça, on est tous excentriques. Au fond, oui, ça, c'est formidable. Dans tous les voyages qu'on fait, autres, on tombe sur des situations, on se dit, tiens, je ne comprends pas. Et quand on ne comprend pas, c'est ça qui est formidable. Oui. Parce que quand on comprend tout, on passe, on continue son chemin. Quand on ne comprend pas, on est obligé de s'arrêter, de se mettre à hauteur d'homme, d'écouter, de prendre du temps. Et au fond, quand j'écris mes histoires, c'est ça. C'est que je me mets à inventer quelque chose, je me dis, tiens, je vais les faire vivre, mes personnages, je vais créer une intrigue pour que ça ait du sens, pour que celui qui va me lire, lui aussi, il va s'évader après moi. Les mots d'amour s'alignent sans trembler en forme de nuages. Parce que là, je parle au poète aussi. Parce que derrière ces nouvelles, il y a la poésie, le jeu avec les lettres aussi, qui peuvent comme ça se prendre une forme de liberté. Hein. Mais c'est un vrai besoin, la poésie. Savoir regarder la beauté des choses ou le malheur des gens. Quand vous voyez la photo primée là, sur Gaza, ça crée une émotion terrible. Et justement, je pense qu'il faut qu'on accepte nos émotions. Il faut qu'on les raconte, il faut qu'on les dise, il faut qu'on puisse les partager. Oui, des nuits de mer, des jours de terre, toi qui m'attends, mots dans le vent, allons marcher dans le ciel, comme la vie est belle, et les aubes à venir et les soirs à venir, que le ciel revienne et que l'on s'aime. Ça, c'est des choses que vous n'auriez jamais pu dire du temps où vous étiez. Oui, peut-être que, vous savez, comme j'ai eu un passé un peu tumultueux à la télé, peut-être que je les ai dites. Je me souviens d'un jour, c'était il y a longtemps, hein, il y avait eu une terrible catastrophe écologique au large de la Bretagne. Et on voyait des gens patauger dans une mer noire, sale et tout. Et derrière le reportage, c'est venu comme ça, j'ai dit c'est dégueulasse. Ouais. Et c'est sorti comme ça. Hein. Ça ne se dit pas normalement. Non seulement on m'en a pas voulu, mais je crois même que c'est un moment où j'ai reçu beaucoup de réactions et de courriers qui m'ont dit « Ah, c'est bien de sentir vous partager notre sentiment. Ouais. » Je crois qu'il faut faire partager. C'est un média dans lequel il y a nécessité qu'il y ait une relation de partage avec celui qui nous regarde ou celle qui nous regarde. On pourrait imaginer des meurtres commis à la pelle à tarte. On pourrait... Alors, c'est des enquêtes policières. Il y a des meurtres aussi. Il y a beaucoup d'humour d'ailleurs dans ces nouvelles. J'essaye, oui. Oui, il y a beaucoup de rire. Alors évidemment, vous parlez de vol de chaussettes. Oui. On découvre que les chaussettes sont toujours en boule. Alors qu'évidemment, quand il en manque une, il peut se passer des choses derrière. Mais moi, souvent, quand je commence à raconter des histoires, et ça a été vrai pour des romans aussi, je pars d'une situation un peu absurde. Et puis après, je me laisse entraîner. Et je crée des personnages. Et c'est eux-mêmes qui commencent à vivre. C'est assez fascinant, la possibilité d'écrire comme ça. Oui, on pourrait imaginer d'ailleurs que le hockey serait contagieux. Alors, ça se passe à Dublin, d'ailleurs, la nouvelle. Hein, Et alors, oui, parce que c'est ça, l'imaginaire est quelque chose d'extrêmement salutaire. Ah oui, je crois qu'on a besoin de voyager dans notre imaginaire, dans nos rêves, si on se contente de regarder le monde tel qu'il est, c'est affreux. On n'a plus qu'envie de se renfermer, de tout tirer les volets, de ne plus rien faire. Si on est en curiosité pour tout l'ensemble du monde, il y a de quoi se raconter des histoires, et quelquefois de très belles histoires. Oui. C'est difficile toujours de lire à l'antenne. J'essaye avec ma faible vue des extraits de ce livre, parce que c'est un plaisir de lire. C'est les points de l'écriture marquent les mains perdues qui dessinent des abîmes terribles simplement parce que la solitude tombe dessus. En fait, on sent que vous êtes emporté comme ça par les mots,
que les mots vous prennent par la main, en quelque sorte. Ah oui, c'est mes compagnons. Moi, j'écris pratiquement tous les jours sur des petits carnets, des choses comme ça. Je note des choses. Après, les trois quarts restent dans leur coin. Mais c'est une manière pour moi aussi de me raconter ce que je vois pour qu'il m'en reste quelque chose. Je crois que la durée de vie, elle est courte. Donc, on a des moments de détresse, des moments de grande joie, de bonheur. On a des moments simplement de contemplation. Et de pouvoir les traduire en mots, c'est un vrai plaisir, ça. Oui. Ah ben là, on est sur la chaîne de la francophonie. D'ailleurs, vous avez travaillé à TV5 Monde. J'ai eu ce bonheur-là avec oui. Serge Haddad qui en était le président. J'ai eu ce bonheur-là parce que c'est une chaîne qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est la chaîne de la francophonie, donc déjà la langue. Et puis c'est une chaîne, je me souviens quand on voyage un peu partout dans le monde, on la voit partout dans le monde. Et je me souviens d'étudiants à Cotonou, de choses comme ça, Ouais. qui discutaient sur nos... Rideau rouge. J'ai eu des ça vous grands... dit quelque chose, Rideau rouge? Rideau rouge avec Michel Herman comme réalisateur et on a fait venir, je crois, une bonne vingtaine de chefs d'État. On faisait des discussions formidables. Vous vous rendez compte, je me souviens d'une discussion avec les négociateurs palestiniens et les représentants d'Israël qui étaient venus sur le plateau. Ça discutait, c'était une conversation de compromis, de discussion. C'est-à-dire, je pense que cette chaîne, c'est un lieu où on peut justement s'écouter. Non seulement se regarder, partager des choses, mais s'écouter et donc avancer. C'est-à-dire produire quelque chose qui est du domaine de la compréhension de l'autre. Et de dire, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, essayons de vivre ensemble. Oui. On parlait avant, en préparant l'émission, vous vous souvenez de Bernard Pivot qui commentait le foot. Le foot, oui. Bernard, alors un jour, Pivot j'ai remplacé vous a mis Bernard dans une drôle de situation. Hein. J'ai remplacé Bernard à la Coupe d'Afrique des Nations à Tunis. Charles Bietri m'a donné quelques conseils. Et puis, voilà, j'ai eu un consultant pour la finale. C'était une finale Tunisie-Maroc. Vous pensez à Tunis, la finale Tunisie-Maroc. Et j'avais un consultant qui s'appelait Philippe Seguin, légèrement partisan de la Tunisie. Fais attention à ce qu'on dit là, sur la Tunisie avec Philippe Seguin à l'époque, hein, j'imagine. Il était très partisan. Mais ça a été une expérience formidable. Vous voyez, par exemple, ça, bon, je crois qu'à part la météo, j'ai à peu près tout fait à la télé, mais c'est très difficile de commenter un match de foot. Ça demande une vraie virtuosité, une connaissance, un travail en amont, mais ça va vite. Et donc, là aussi, j'ai découvert que c'était un métier où on se moque, on dit « Oh, bah tiens, il commente le foot ». Pas si simple que ça. Non. Mais alors après, on a continué de vous avoir sur TV5 Monde, parce qu'évidemment, Drucker est une de nos figures aussi, bien sûr. Ça, c'était une autre découverte, c'était une curiosité. Michel, très gentiment, est venu me chercher. Et j'ai passé 5 ans avec lui et Jean-Pierre Coff. Et on a beaucoup ri. Moi, je parlais des livres, un peu comme vous. Un rire, le rire de Claude, évidemment. Hein, et c'était un vrai bonheur, c'était un bonheur de qualité de rencontrer des gens. Et j'ai découvert aussi le monde de la variété, du spectacle, grâce à Michel. La fragilité des artistes, leur courtoisie ou, au contraire, leur désinvolture. Et j'ai toujours aperçu que les gens qui avaient beaucoup de talent étaient des gens formidables. Je me souviens toujours de Charles Aznavour, qui arrivait à l'heure, qui disait bonjour à tout le monde, qui répétait autant de temps que les techniciens lui demandaient, et puis qui repartait, qui était toujours là, qui était attentif aux autres. Je me dis, quand on a beaucoup de talent, on fait souvent beaucoup plus attention aux autres. Et c'est des leçons. Vous voyez, dans toutes les étapes où je prends, j'absorbe. Ouais. Ben, on a l'impression qu'en l'écriture aussi de tout ce 25e livre-là, c'est l'image de se dire, voilà, on va peut-être s'isoler, peut-être que vous partez en Ardèche, de votre papa qui était ardéchois, pour se retrouver comme ça, presque quelque part dans la vraie vie, dans cette province qui palpite comme ça, pour aller inventer un monde comme ça, regarder autour de soi tout ce qui se passe. Oui. Mais partout où je vais, j'ai écrit des choses là récemment. J'étais au Festival de littérature africaine de Marrakech, le Flamme. Je le recommande à tous les téléspectateurs de TV5. L'année prochaine, il y aura une autre édition. C'est les représentants de la cinquantaine de pays africains qui étaient là, surtout francophones, mais un peu anglophones, avec des gens absolument de très très haut niveau. J'ai rencontré des romancières, des gens qui écrivent des livres de très belle qualité qu'on ne connaît pas, nous, ici. Et c'était bien parce que, pour une fois, ils n'étaient pas tournés vers l'Europe ou vers la France. Ils étaient en train de réfléchir entre eux. Et nous, nous, Français, on les regardait, on les écoutait et on avait beaucoup à apprendre d'eux. Et ce festival est vraiment tout à fait remarquable à Marrakech chaque année. Oui, un lien avec alors, on disait les téléspectateurs, mais là, maintenant, c'est les lecteurs. Oui. Ce lien, il compte beaucoup pour vous, Claude Sérillon?
Oui, pour les lecteurs, oui. Alors, il y a ceux qui sont parmi les plus âgés qui me connaissent un petit peu, mais autrement, comme c'est pas le premier livre, effectivement, il y a des gens qui ont déjà lu mes précédents livres. Et donc, il y a un lien d'intimité. Au fond, quand on écrit des romans, des essais ou des nouvelles ou encore plus des poèmes, il y a des choses que les gens ressentent, hommes, femmes, quelquefois. Je suis étonné, par exemple, pour la poésie, il y a beaucoup de jeunes qui achètent de la poésie. Et ça crée une relation qui est souvent assez émouvante pour moi. Parce que je ne suis pas vu comme le mec de la télé, mais comme quelqu'un qui écrit, qui essaie de faire partager ses récits, ses émotions, ses rires aussi. Ouais, ouais. Et l'envie d'être un peu extravagant. Oui. D'être fasciné aussi. Moi, je ne suis pas trop. Hein, oui, mais le courage d'être extravagant, le courage de sortir de la marge. Oui, mais je pense qu'il faut avoir... La vie serait tragique si on n'avait pas une capacité un peu de dérision et d'humour. Heureusement qu'il y a ça. Parce que sinon, c'est accablant. Surtout, l'actualité aujourd'hui, elle est plutôt très, très lourde. Donc, oui, je pense qu'il faut avoir cette forme de distance qui permet de garder le sourire. Oui, et regardez la couverture. Hein. Ce visage, cette statue comme ça, qui représente ça. C'est une statue qui est due à une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jeannie Herrero, qui fait des statues remarquables. Oui, qui représente cette folie, voilà. Cette joie aussi, ce rire. Quelqu'un d'extravagant, voilà. Et le rire, bien sûr. Merci Claude Sérillon. Ça s'appelle Extravagant, c'est une dizaine de nouvelles absolument formidables, c'est publié, vous le retiendrez bien facilement chez 100 000 milliards. Merci beaucoup Claude. Merci à bientôt. Patrick. Au revoir.